Je vais vous présenter donc effectivement plusieurs cas de surdité asymétrique, surtout surdité unilatérale, qui sont bien souvent des surdités qui posent le plus de problèmes quant à la localisation sonore. Il s'agit vraiment de cas issus de mon expérience personnelle. Et donc le premier cas, c'est une patiente qui présente une surdité légère, une surdité de perception, qui a été identifiée comme étant une surdité de Ménière il y a plus de 20 ans. Elle ne présente plus de crise de vertige depuis plus de 6 ans. Et donc ses seuils sont plutôt stables depuis, et elle présente un acouphène qui est léger et peu invalidant. Elle a souhaité se faire équiper suite à une gêne essentiellement professionnelle, sachant qu'elle est enseignante et elle rencontre souvent des situations bruyantes dans son quotidien. Ce qu'il faut bien voir dans ces cas-là, c'est de surveiller l'intelligibilité. C'est vraiment, à mon sens, un facteur prédictif sur ces surdités légères de bons résultats. Donc, pour différentes raisons, elle a souhaité se faire équiper d'un intra-auriculaire qui était plutôt intéressant pour le maintien et la restitution de l'effet pavillonnaire. Comme à mon habitude, j'utilise la méthode in vivo pour faire le pré-réglage, ce qui me permet d'objectiver le gain au tympan. Mais dans ces cas d'asymétrie, on va faire un transfert de la dynamique du malentendant dans celle du normo-entendant, mais on ne tient pas compte du tout de l'audition contralatérale. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il faut faire des tests complémentaires, et on le voit sur le premier gain réalisé suite à l'in vivo. À la mesure in vivo, on a un gain fonctionnel qui est intéressant, mais avec que 10 ou 15 décibels d'amélioration en tonale, et qui peut être optimisé grâce à différentes procédures. Donc, dans le protocole que je fais dans ces cas-là, je fais généralement un test de Sony droite-gauche, un test d'intelligibilité et un test de localisation. Le test de Sony est plutôt assez simple. On va faire un seuil tonal du côté normo-entendant et un seuil d'inconfort. Je pratique plutôt le seuil d'inconfort haut, et on répète la mesure avec la prothèse auditive en pensant bien à occlure l'oreille contralatérale. Ensuite, je mesure la localisation. Pour cette patiente, on voit qu'il y a une bonne restitution de la localisation, de la provenance des sons pour les sources droite et gauche. Il y a juste une déviation de 1 HP sur la droite, et le test de compréhension dans le bruit permet d'objectiver aussi l'écoute stéréophonique. Donc au final, cette patiente est très satisfaite du bénéfice apporté. Elle reste en difficulté pour l'appréciation des sources avant et arrière, et elle doit être très vigilante dans la rue. Elle le décrit vraiment très bien, ce qui confirme ce qui a été dit précédemment. Un autre cas de surdité unilatérale, mais cette fois-ci de transmission, c'est un cas un petit peu plus simple, dans le sens où la fonction cochléaire du côté sourd est bien conservée. Donc cette patiente est jeune, elle a 44 ans, elle présente une otite chronique et donc une perforation tympanique à gauche qui a été opérée, et la greffe tient, et ce qui a conduit le chirurgien à proposer un appareillage auditif. Le retentissement est, comme habituellement, une gêne dans le groupe lorsque l'interlocuteur se trouve du mauvais côté, en l'occurrence à gauche, et un déficit de localisation. Cette patiente a été appareillée avec un contour d'oreille. Dans ces cas-là, je conseille d'utiliser la mesure de la RECD systématiquement. Comme ça, ça va nous permettre de prendre en compte les spécificités acoustiques du conduit atteint, notamment avec des problèmes d'autospongiose ou de tympanoplastie. Le test d'équilibrage a été fait. On voit qu'il y a un certain équilibre entre les deux oreilles, gauche et droite, avec une amélioration de l'intelligibilité et une bonne restitution de
de la localisation spatiale. Ça devient souvent beaucoup plus difficile quand la symétrie est beaucoup plus importante, et Stéphane l'a bien montré lors de sa présentation. Là, ce patient présente une surdité très ancienne, qui est probablement congénitale, donc il a une audition strictement normale à gauche. Il ne présente pas d'antécédents familiaux ni d'antécédents personnels, pas d'acouphènes ni de vertige. Il s'est débrouillé pendant longtemps comme ça, mais depuis quelques années, la gêne est plus importante. C'est ce qui a motivé son choix de se faire équiper. Il fait de nombreuses réunions professionnelles et constate qu'il utilise de plus en plus la lecture labiale pour être efficace dans ses professionnellement. Donc ce patient avait été appareillé une première fois en 2012. Il avait utilisé les prothèses pendant une année ou deux, puis les a délaissées progressivement. Il a souhaité se rééquiper en début d'année. Et on voit sur le gain fonctionnel à droite une bonne amélioration, que ce soit en tonal ou en vocal, qui peut pressentir d'un bon résultat. Par contre, dès qu'on évalue dans une ambiance bruyante, donc ici avec le VRB, on voit que du fait de l'ancienneté, à mon avis, de sa surdité, il a beaucoup compensé, ce qui lui permet d'avoir finalement une bonne intelligibilité dans le bruit et que l'appareillage soit peu bénéfique. Lorsque je le teste, je teste sa localisation. Si je lui demande de garder sa tête fixe, il est incapable de localiser la provenance des sons. Il faut, pour qu'il y arrive, qu'il utilise des mouvements de tête, et ainsi il peut avoir des scores corrects, et donc ce qui me laisse penser qu'il ne tire pas du tout profit de la stéréophonie pour la binauralité pour la localisation. Par contre, lorsque on lui fait passer le test SSQ15 sur l'item localisation, on voit qu'il est très peu gêné. Il obtient des scores à 9 sur la majorité des questions, sauf la première qui consiste à évaluer sa capacité à comprendre une personne, à localiser une personne dans le bruit sans l'avoir forcément. Le dernier cas, les cas de surdité asymétrique avaient une dégradation importante de l'intelligibilité. Là, ce patient-là présente moins de 50% d'intelligibilité au casque. Et lorsque l'on l'appareille, on voit que l'équilibrage stéréophonique ne permet pas d'améliorer significativement. Il reste encore des écarts importants, notamment au seuil. La vocale est très peu améliorée et l'audiométrie vocale dans le bruit également. Donc, ma question, c'est de savoir que faire dans ces cas-là. Aujourd'hui, effectivement, on peut proposer à un certain nombre de patients de les réhabiliter en crosse ou en bris de crosse ou en crosse osseux. Un certain nombre de patients arrivent à améliorer, comme l'a montré également Stéphane, d'une amélioration de l'intelligibilité dans le bruit, mais bon nombre de patients sont en échec. Il va y avoir probablement une évolution de l'indication de l'implant cochléaire dans les prochaines années. Ça a été évoqué dans les recommandations de la SFOL, de cette année. On les retrouve dans les cahiers de l'audition. Mais avant cela, ça nécessitera forcément une réévaluation des recommandations de la HAS. Aujourd'hui, la littérature est abondante et les indications, il s'agit d'une indication en Allemagne. Pour finir, je vais vous présenter rapidement une étude du docteur Dorbeau qui a évalué le bénéfice de la perception binaurale chez les patients atteints de SSD, de cophose unilatérale, qui ont eu un implant. Donc ces patients sont issus d'un PRME dirigé par le professeur Marx. Cette étude a été faite avec 18 patients qui ont été séparés en deux groupes. Les patients ayant une bonne oreille contralatérale dont le seuil était compris entre 0 et 25 décibels, ils étaient au nombre de 10. Et le deuxième groupe, les patients ayant sur la bonne oreille
un déficit supérieur à 25 décibels. Ces patients ont été évalués 1 an après le port de l'implant cochléaire, évaluation qui s'est faite au niveau de la localisation, de la vocale dans le bruit et de questionnaires. L'évaluation dans le bruit a été faite par le test Framatrix. Dans les conditions habituelles, le signal et le bruit en face, le bénéfice était faible ou en tout cas pas statistiquement significatif. Par contre, lorsque l'écoute a été dissociée, donc le signal du côté de l'implant et le bruit du côté de l'oreille entendante, entre guillemets, chez ces patients avec déficit contralatéral, ils ont pu constater une amélioration de 6,7 décibels de rapport signal sur bruit et de 4,4 décibels de rapport signal-bruit pour les patients ne présentant pas de surdité contralatérale. Le bénéfice important au niveau du questionnaire SSQ, en moyenne, il est passé de 3 à 6 et également une forte amélioration de la qualité de vie de ces patients. Et pour finir, donc l'amélioration de la localisation, pour ce protocole, il a été utilisé un système avec 12 HP, haut-parleurs situés en arrière, et le patient devait identifier sur un écran la provenance des sons. Il y a également donc une amélioration significative de la localisation grâce à l'implant. Donc lorsque l'implant est allumé, les patients localisent mieux. Il n'y a pas de différence significative entre les groupes, qu'il ait un déficit sur l'oreille contralatérale ou non, ils ont à peu près la même amélioration de 13,8 degrés, et en moyenne, ils arrivaient à identifier à 48 degrés. Donc dans la recommandation, pour finir, de la SFORL, il conseille d'informer les patients que dans les cas de surdité unilatérale, il peut y avoir qui ont des doléances vis-à-vis de l'écoute, de la compréhension dans le bruit et de la localisation, que l'implant cochléaire pourra être une solution à l'avenir, mais aujourd'hui la HAS n'a pas donné l'autorisation. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler les 2 autres personnes qui ont participé à cette conférence, puis on va passer aux questions. Donc il y en a une qui a été reçue, mais peut-être y en a-t-il dans la salle. Donc si vous voulez lever le bras, que les micros se dirigent vers vous. Monsieur Daudelet a lui-même une question, donc je vais commencer par la sienne. Ce ne sera pas vraiment une question, ce sera simplement, nous le savions bien depuis bien longtemps, comme le disait mon ami Éric Bizaguet, on n'appareille pas l'oreille mais le cerveau, et on sait depuis très longtemps que si on arrive à restituer aux malentendants la stéréoacousie, on améliore systématiquement l'audition en milieu bruyant. C'est exactement ce que j'ai proposé il y a exactement 25 ans avec la procédure d'affinement post-appareillage. Il suffit, je peux prétendre que même avec une grande dissymétrie, si on arrive à retrouver un équilibrage en sensation, à tous les stimuli réglables par l'appareil, et Dieu sait si on a la chance d'en avoir beaucoup. Je ne citerai pas de marque, mais il y en a un qui permet de régler 64 points, et pour autant qu'on ait la possibilité d'avoir le logiciel qui permet de diffuser les points qui sont réglables par l'appareil, c'est-à-dire beaucoup plus que les 8 fréquences audiométriques. Si on arrive à équilibrer en sensation au niveau très faible, donc le seuil prothétique, voix moyenne faible, voix moyenne forte et son très fort. Ce matin, c'est important ce qu'on nous a dit de tester la voix forte, non pas pour voir s'il y a une courbe en cloche, puisque normalement, si on appareille bien, il n'y aura plus une courbe en cloche avec appareil. Et donc, si on arrive à restituer cet équilibrage en sensation, on a systématiquement une amélioration, évidemment, de la localisation et l'audition en milieu bruyant. Et alors, encore une petite parenthèse, j'ai eu à mes tout débuts un stagiaire
qui était un passionné de mathématiques, Jean Pierson, qui a fait un très beau mémoire dans la foulée de ce qu'avait fait Jacques Coespel. Là, c'était à longue distance. Lui, il a démontré à courte distance que lorsqu'on est dans le plan sagittal, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de différences interauriculaires de temps, phase et intensité, eh bien, le bien entendant va systématiquement bouger la tête de quelques degrés, et il suffit de ces quelques degrés pour créer un décalage interauriculaire de la source, c'est-à-dire de la personne qu'on veut écouter. Et il avait démontré à l'époque que s'il n'y avait plus de différence interauriculaire d'intensité et de temps, c'était la phase, le léger déphasage qui prenait le dessus et qui permettait à nouveau d'entendre un milieu bruyant rien qu'en créant ce petit décalage par rapport au plan sagittal. Merci. Merci pour ces précisions. Donc je vous lis la question en attente des questions de la salle. Est-ce que la localisation avant-arrière sans appareil chez les malentendants est la même qu'avec des écouteurs déportés, c'est-à-dire confusion avant-arrière? Monsieur Gallego va reprendre. Merci d'avoir posé la question. Je ne sais pas, en fait, mais je pense que, a priori, comme l'intra est meilleur que l'écouteur déporté, il y a des chances que ça soit meilleur oreille nue, parce qu'ils vont utiliser les effets pavillonnaires. Ce que j'ai oublié de dire, deux choses, en fait. Je vais essayer d'aller vite, parce qu'on voulait gratter un peu de temps pour c'est que, déjà, tous les systèmes qui sont automatiques, directionnels, adaptatifs, ça vient perturber les indices de localisation. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que ils mettent 45 secondes à 1 minute à se mettre en route correctement. Donc ça, les fabricants ne vous le disent pas trop sur la documentation. Donc en fait, le problème, donc non, ça fait un moment que je travaille là-dessus, et même quand j'étais chez les fabricants sur l'implant, c'est que tant que c'est pas le patient en fait qui prend la commande de l'appareil et que c'est l'appareil qui impose le rehaussement ou le débruitage, en fait, on aura toujours des soucis en fait au niveau de la localisation. Parce que si on veut améliorer l'intelligibilité dans le bruit, on va détériorer un petit peu la localisation. Il y a des choses qui ont été publiées qui permettent de rehausser quand même les indices d'IDT à partir du moment où on peut communiquer entre les deux appareils, ce qui est le cas. Probablement, déjà, ils doivent utiliser un petit peu ça, les fabricants, mais on en est encore très loin. Donc après, même si on simule un effet pavillonnaire, ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, chacun a sa propre map, donc ça sera toujours difficile de le simuler alors qu'on a un micro qui capte le son derrière l'oreille. Après, je ne sais pas ce que tu... Oui, pour les micros déportés, d'après ce que j'ai pu lire, justement, il y a des travaux pour essayer de voir si on peut artificiellement rajouter donc les fonctions de transfert liées à la tête au signal. Dans ce cas, en effet, on n'a pas ses propres fonctions de transfert, mais on peut imaginer éventuellement des procédés d'entraînement, d'apprentissage pour justement utiliser les fonctions, enfin apprendre à utiliser les fonctions de transfert qui ne sont pas les nôtres et jouer sur les aspects de plasticité pour gagner, pour être capable d'utiliser donc ces fonctions de transfert étrangères. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus actuellement. Bien, je vous remercie. Y a-t-il des questions dans la salle? Je ne vois aucun bras levé. Donc je vous donne rendez-vous dans une demi-heure, c'est-à-dire à -20. Comme ça, nous aurons le temps d'aller au bout de nos conférences qui sont prévues après la pause.